Depuis plusieurs semaines, il est beaucoup question de marketing politique. Alors je me suis replongée dans mes lointaines études pour en retrouver la définition. Le marketing, marateres en breton, parce qu'il y a une traduction en breton. Le marketing a pour but d'analyser et d'influencer les besoins des consommateurs pour adapter l'offre et développer les ventes. Appliqué à la politique, cela donne: le marketing a pour but d'analyser les enquêtes d'opinion et les besoins des électeurs pour adapter le discours et développer les votes. Chez certains, il va même jusqu'à définir les idées et les programmes en fonction des besoins supposés des électeurs, qui sont, pour les conseillers en communication, autant de cibles à séduire. Or, l'addition des intérêts particuliers de chacun de ces publics cibles ne fait pas l'intérêt général de ce qui devrait faire unité, faire nation et faire société. Manifestement, les locataires de l'Élysée et de Matignon ne l'ont toujours pas compris ou admis. Ces deux-là ont choisi d'utiliser les techniques du marketing politique à défaut d'avoir une vision claire et le courage d'agir. Ils préfèrent les paroles qui plaisent aux gestes qui sauvent. Leurs actes sont trop souvent l'inverse de leurs dires. Et si je me permets d'en parler dans notre enceinte, c'est parce que nous en subissons ici les conséquences. Quels sont nos sujets de préoccupation en Bretagne? La démographie en berne. Mais n'ayons crainte, un grand plan pour lutter contre l'infertilité va être lancé. L'école, en danger. Pas de panique, le port de l'uniforme va tout régler. Le logement, à l'arrêt, ne craignez rien. Le logement intermédiaire comptera désormais dans les 25% de la loi SRU. La santé, en longue maladie, tout ira mieux, la taxe lapin sera le remède. Les finances, mais enfin, où est le problème avec nos 3 000 milliards de dettes et notre balance commerciale à moins 163 milliards? L'hypercentralisation, vous exagérez. Le président de la République est venu vous promettre en Bretagne un pacte girondin. C'était le 21 juin 2018. Je pourrais continuer car la liste est longue. De mesurettes ou de silence émaillant le discours de politique générale du Premier ministre ce 30 janvier. Un discours révélateur de cette absence d'une vision politique claire pour relever les défis et sortir le pays de la crise, des crises, dans lesquelles il s'enfonce encore un peu plus chaque jour, et notre région avec. La démographie, certes, la Bretagne gagne des habitants, mais pas partout, et manifestement pas assez pour maintenir les écoles de nos communes. Plus de 100 fermetures nettes de classes dans le premier degré à la rentrée prochaine, dans un contexte de déprise démographique, avec des conséquences à venir pour les collèges et les lycées de nos communes. Nous avons hâte de découvrir la feuille de route de la nouvelle ministre de l'Éducation, mais nous ne cachons pas notre inquiétude. 5 ministres en 7 ans. Blanquer, Pap Ndiaye, Attal, Oudéa Castéra, Belloubet. Le casting ne fait pas le projet. Que proposera la nouvelle ministre pour les lycées, qui sont de la responsabilité des régions? Pour ce qui nous concerne, nous avons des propositions qu'Agnès Lebrun vous exposera, s'agissant de l'investissement dans nos lycées publics et privés, et notamment dans les internats. La santé. Nous ne comptons plus les communes cherchant désespérément médecins généralistes, les difficultés financières des hôpitaux, le manque de praticiens hospitaliers, avec l'exemple le plus criant, les urgentistes, qui contraignent à réguler les services d'urgence. Si nous insistons tant pour rencontrer la directrice de l'ARS, c'est par pragmatisme, Monsieur le Président. Que vous le vouliez ou non, le projet régional de santé 2023-2028 a été adopté et se met en œuvre sur l'accès aux soins de premier recours ou sur l'évolution des formations
des professionnels de santé. Les communes et intercommunautés de Bretagne prennent des initiatives et attendent le soutien de la région. Bien timide. À quand, Monsieur le Président, la réunion du groupe de travail santé, si souvent réclamée et jamais réunie? Le logement. Nous avons salué l'initiative des assises qui se sont déroulées à Quimper le 2 février dernier, comme vient de le rappeler Fanny Chappé. Le diagnostic est, me semble-t-il, largement partagé et c'est un bon début. Les solutions le sont peut-être moins, sensibilité politique oblige, mais je dirais presque peu importe. L'urgence, c'est que l'environnement législatif, réglementaire et fiscal change radicalement. Les attentes sont connues et dans l'ordre. Le soutien à l'accession à la propriété, d'où la nécessité de rebaisser les taux d'emprunt et d'ouvrir le prêt à taux zéro à tous les primo-accédants. L'allègement de la fiscalité, singulièrement pour ceux qui acceptent de louer leurs biens en longue durée plutôt qu'en location touristique de courte durée. La construction de logements à loyer modéré, mais il faudra pour cela que Bercy cesse de ponctionner les bailleurs sociaux et Action Logement gérés par les partenaires sociaux. Enfin, l'augmentation des aides à la rénovation. Et si la Bretagne, Monsieur le Président, se proposait d'expérimenter la régionalisation de ma prime rénov' en coopération avec les intercommunalités, je suis certaine que l'efficacité serait au rendez-vous. Les finances. Il en sera largement question au cours de cette session budgétaire. Stéphane de Salier-Dupin, le président de la Commission des finances, prendra le temps de vous exprimer le fond de notre pensée, qui n'est pas complexe, qui est au contraire très clair sur le sujet des finances, et mes collègues l'illustreront d'exemples. Personnellement, Monsieur le vice-président aux finances, je partage l'observation selon laquelle les marges de manœuvre sont bien faibles et que la transition énergétique et écologique, ça vient d'être rappelé par Madame Desmarres, va peser lourd, très lourd, à l'heure où l'argent public se fait rare. Avec seulement 8% des recettes qui sont à notre main fiscale, il est inadéquat de parler d'autonomie financière, et ce, malgré son inscription dans la Constitution. Ce qui peut nous inquiéter, c'est cette dépendance à la TVA au moment où le ministre de l'économie revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024. Le même veut engager le redressement des finances publiques et imagine demander aux collectivités d'y contribuer. Peut-être serez-vous obligé de vous recentrer sur vos compétences obligatoires. Si tel l'exige l'état de nos finances, à quoi renoncerez-vous? L'hypercentralisation. Elle est dénoncée dans vos propres rangs. Avec le groupe de travail autonomie, vous avez donné le sentiment de vouloir y remédier. Mais force est de constater que rien ne se passe et que la contribution de la Bretagne reste lettre morte. Pire, notre région se montre en outre bien plus influente à Paris. J'en veux pour preuve la négociation dans le cadre du ZAN, Madame Fortin, sur les hectares des projets dits d'intérêt national. 30 petits hectares rendus à la Bretagne, à comparer aux 1250 pour la Normandie. Comme je suis autorisée à vous le demander, Président, il faut absolument refuser ces miettes et remonter au créneau s'agissant de nos propositions relatives à plus de décentralisation. Avec la mission Woerth sur la décentralisation, c'est le moment de se faire entendre et de dénoncer, là encore, l'abîme entre les discours et les actes. Il n'est qu'à voir ce qui advient en Corse. L'annulation du déplacement du ministre de l'Intérieur ne nous dit rien qui vaille. Et à propos d'Éric Woerth, vous l'avez rencontré. Lui avez-vous au moins remis le rapport sur l'autonomie? Lui avez-vous parlé de la proposition de Jean-Jacques Urvoas pour reconnaître les différences territoriales? Démographie, éducation, santé, logement, finances, centralisation, l'économie aussi suscite notre inquiétude. Les prévisions de croissance viennent d'être revues à la baisse et le secteur du bâtiment risque la suppression de près de 200 000 emplois au niveau national. Et en Bretagne, ce qui nous soucie, c'est notamment la situation de l'agriculture et de la pêche.
Quels sont les points communs entre ces deux activités stratégiques? La Bretagne est la première région agricole française, première pour la pêche. Les deux dépendent fortement de décisions prises à Bruxelles et de financements négociés entre les États, qu'il s'agisse de la PAC ou du FEAMPA. Les deux participent de la souveraineté alimentaire. Mais il ne suffit pas de le reconnaître, enfin, pour que cela soit. Aux deux, les pouvoirs publics ont donné des objectifs de décarbonation, mais sans laisser le temps des transitions et en prenant le risque d'une véritable casse sociale. La première revendication des agriculteurs et des pêcheurs, je pense surtout aux jeunes, c'est leur revenu, dont le niveau ne suffit plus à couvrir les charges qui leur sont imposées à coup de normes ou d'éco-socio-conditionnalité, chers collègues. En la matière, on marche vraiment sur la tête, avec l'objectif de 10% de jachère imposé d'ici 2030, manifestement on y revient, imposé aux agriculteurs, ou l'interdiction d'aller pêcher dans le golfe de Gascogne pour les pêcheurs. On ne peut pas prétendre soutenir ceux qui nous nourrissent et en même temps restreindre leur capacité à produire notre alimentation ou les laisser en proie à la concurrence déloyale. C'est pourtant ce qui se passe. La Commission européenne ne s'en cache pas. Elle reconnaît que la stratégie Farm to Fork se traduira par une baisse de la production agricole en Europe de 15%. Et Monsieur le Président, vous parliez qu'il faudra produire plus à l'échelle mondiale. Mais quid de l'Europe? C'est l'Europe qui nous importe aujourd'hui. Tout en reconnaissant cette même commission que la baisse des gaz à effet de serre sera marginale et qu'elle ne compensera sûrement pas la pollution engendrée par les importations. La conséquence pour la Bretagne est juste dramatique. Quand on voit à quel rythme la baisse du cheptel s'accélère, entraînant avec elle et à terme des milliers d'emplois dans l'agroalimentaire. Et quels sont les groupes au Parlement européen qui ont voté la stratégie de la ferme à la fourchette? Les partis dont vous vous réclamez, chers collègues, au premier rang desquels le PS de M. Glucksmann, que vous soutenez, Monsieur le Président, ou les amis de M. Macron, qui comptent quelques adeptes dans cet hémicycle. Les députés de droite, avec François-Xavier Bellamy au sein du PPE, ont, eux, voté contre. La campagne des européennes s'ouvre. Tenez-vous prêts à assumer ces contradictions? Et pour répondre à Azilis Gouez, je vous invite à relire cette déclaration de François-Xavier Bellamy. Nous restons fermement opposés à l'accord États-Unis-Mercosur. Voyez, chers collègues, si nous observons, comme vous, l'impact du changement climatique et la nécessité de nous y adapter, et nous le faisons sur nos territoires respectifs, nous ne partageons ni le discours accusateur, ni la méthode radicale. Nous pensons même que ce discours ou cette méthode sont contre-productifs. Ils provoquent le rejet, la preuve en manifestation des agriculteurs. Ils font même reculer vos combats. En atteste le rétropédalage de la Commission européenne sur l'usage des pesticides du fameux Green Deal, qui, j'imagine, vous chagrine, voire vous révolte, mais il allait beaucoup trop loin. Que cela serve au moins de leçon. Oui à l'écologie positive, mais non à l'intégrisme vert. En guise de conclusion, j'emprunterai une citation au philosophe grec stoïcien Épictète. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Notre groupe Ils sont haut la Bretagne souhaite que notre région soit davantage écoutée et respectée au niveau national, qu'elle pèse dans les débats sur la décentralisation nécessaire à une meilleure efficacité de l'action publique, qu'elle relève avec succès les défis auxquels elle est confrontée. Alors, merci d'y contribuer. Vous nous rendrez heureux le jour de la Saint-Valentin. Merci. Merci, Madame.